Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS et Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Marty, le cofondateur et CEO de la marque Merci Handy, une DNVB qui s'adresse particulièrement aux jeunes avec des produits cosmétiques du quotidien, pratiques et colorés en utilisant des ingrédients clean. Le fait que la marque Merci Handy s'adresse aux jeunes se remarque assez clairement lorsque vous allez sur leur site. Vous allez vite voir les couleurs vives, la tonalité, les mots employés qui vous emmènent dans un univers jeune. La marque Merci Handy a aussi beaucoup de succès sur les réseaux sociaux avec 470 000 followers sur Instagram et près de 500 000 sur TikTok. Et j'étais très curieux de connaître la recette de leur succès sur ces deux plateformes. Et donc pour en savoir plus, j'ai invité Louis Marty sur le podcast. Au programme, on est revenu sur son parcours d'entrepreneur et les débuts de Merci Handy, notamment le positionnement de la marque, leur levée de fonds et leurs canaux d'acquisition. Après ça, on a fait un focus sur leur stratégie de contenu sur TikTok avec les super conseils de Louis pour rendre vos vidéos virales. On a parlé aussi de leur média Rainbow Studio sur TikTok, donc un média qui s'adresse aux jeunes et qui n'a aucunement pour objectif de vendre leurs produits. Alors pourquoi l'avoir fait ? Eh bien Louis nous explique tout dans ce podcast. En passant, on est revenu sur leur stratégie de publication sur Instagram ainsi que la pertinence et l'efficacité de certains contenus comme les concours et les Reels. Louis m'a également parlé de comment l'équipe de Merci Handy récolte des contenus UGC provenant de leurs clients pour leur campagne Social Ads et sans payer. Avant de conclure, j'ai demandé à lui quels sont les KPI, c'est-à-dire les indicateurs de performance qu'ils monitorent pour mesurer l'efficacité de leur stratégie sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et TikTok. Et on a terminé par BeReal, le réseau social français qui fait fureur aux USA. Louis a testé la plateforme pour Merci Handy et nous partage son retour d'expérience. Voilà pour le programme de ce podcast qui était plutôt chargé, je vous l'avoue, mais terriblement concret. C'était un plaisir d'échanger avec lui et je vous invite vraiment à aller sur le site de Merci Handy et leurs réseaux sociaux. Mais avant ça, je vous laisse écouter ma conversation avec Louis Marty. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, Louis. Salut Danilo, merci beaucoup pour l'invitation. Très content d'être là. Avec grand plaisir. Donc, comme je te disais en off, tu ne fais pas régulièrement des podcasts, donc c'est cool de t'avoir. Ce que j'aimerais bien voir avec toi pour commencer, c'est avant de parler de Merci Handy, de votre communication sur TikTok, le Rainbow Studio et enfin BeReal, est-ce que tu peux nous parler de toi? Parce que je pense que certaines personnes ne te connaissent pas encore. Et moi-même, j'ai été voir un peu sur ton LinkedIn depuis quand tu es entrepreneur et j'ai vu que ça fait quand même plusieurs années que tu as Merci Handy, que tu t'es lancé. Donc, j'aimerais bien peut-être revenir sur ton parcours et la création de Merci Handy avant de vraiment passer dans le vif du sujet. Carrément. Je m'appelle Louis, j'habite à Paris, j'ai 31 ans maintenant, un petit bébé, très heureux. Et effectivement, Merci Handy, ça va faire la marque, elle a 7 ans. Merci Handy en a un peu plus. Enfin, la société, la structure juridique, ouais. On l'a commencé quand on était étudiant. Okay. C'était notre job de fin d'études. Donc voilà, on a fait notre stage là-bas et du coup, je suis resté dans cette boîte et je l'emmène la plus loin possible depuis. Il s'est passé énormément de choses, des changements d'associés, des levées de fonds, des hauts, des bas, du soleil, des orages, des arcs-en-ciel, un peu tout, toute la météo. Mais voilà, il y a beaucoup de résilience, beaucoup d'amour, je pense beaucoup d'authenticité aussi. Et c'est ce qui fait que je suis toujours là et très heureux. Quand tu dis que tu as commencé, quand tu étais encore étudiant, tu as commencé avec un ami, J'ai commencé avec un copain, ouais, Roland, sur les bancs de l'école. On faisait autre chose, toujours dans le gel, mais on faisait du gel en B2B pour des restaurants sous forme de dosettes.
Donc, on était déjà, on va dire, sur le lavage des mains, mais sans marque, vraiment en format publicitaire et échantillon. On a fait ça quand on était étudiant, on a fait un peu de sous avec, un peu, vraiment, on a fait 80 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est pas mal. Et un jour, moi, ça m'a ennuyé et j'ai dit, je veux créer une marque, je veux créer une communauté, je veux créer quelque chose, faire du B2B et de la production industrielle de dosettes en plastique. En plus, c'était vraiment pas éco-friendly, ça m'emmerde. Et on a créé notre formule dans une plus grande bouteille, puis dans un meilleur plastique, puis dans du plastique recyclé. Et voilà, on a lancé la marque. D'accord. Et quand tu as lancé la marque à l'époque, je suppose que tu avais quand même c'est pas que tu avais des concurrents, mais tu avais déjà plein de grands groupes qui proposaient du gel dans d'autres formats ou sous d'autres formes. Comment tu t'es battu contre eux? Qu'est-ce que tu as fait pour en fait faire connaître ta marque et lui trouver son public, son audience? Nous, à chaque fois qu'on lance un produit, on raisonne un peu en termes de crack. On se dit qu'est-ce qu'on vient craquer? Est-ce que c'est le produit lui-même, la formule, la texture, la qualité, la naturalité, l'intérêt du produit? Voilà, vraiment, c'est le prix. Parfois, ça peut être voilà de disrupter par le prix quelque chose. Euh, donc, ça peut être la distribution. C'est des produits qu'on trouvait qu'en magasin, maintenant qu'on trouve online. C'était à l'inverse, des produits qu'on trouvait pas ici, pas ici. Donc, on essaie vraiment de se concentrer sur ça. Et je pense qu'à l'époque, euh, je parlais avant le Covid, le gel, c'était un marché qui était très pharmacie et très ordinaire en termes de formule et de composition. Il y avait vraiment des choses pas bonnes dedans. Et nous, on a voulu ramener du fun, de la couleur, de la naturalité et une vraie empreinte cosmétique à ce produit-là, tout en gardant ses propriétés antibactériennes, évidemment, avec un alcool suffisant. Et c'est comme ça qu'on s'est fait une place avec un marketing évidemment différenciant, mais j'insiste là-dessus, un produit bon, parce qu'un bon marketing, ça suffit pas à construire une boîte qui tient la route et qui grandit depuis 7 ans. D'accord. Et dès le départ, tu avais en tête la cible plutôt jeune, parce qu'on va pas se le cacher, merci Andy, tu cibles des personnes qui sont, je dirais, entre 18 et 30 ans, plus ou moins. Ouais, même plus jeune, hein, entre 15 et 30, mais complètement. En fait, je fais ce qui me plaît. Et moi, j'aime bien les trucs jeunes. Euh, j'aime la manière de parler des jeunes. Je crois beaucoup en la jeunesse. Je pense que c'est elle qui va réussir à changer le monde. Je pense pas aux anciennes générations qui l'ont plutôt détruite. Donc, ouais, on fait des choses pour eux. On réfléchit à leurs besoins, on réfléchit à ce qu'ils aiment, on réfléchit aux enjeux sociétaux avec eux. Là, on parle d'acné, on a une nouvelle gamme pour l'acné, on parle J'ai vu, beaucoup ouais. d'acné. Mm. Voilà, donc c'est clairement cette génération-là qu'on vise Ouais, ouais, et c'est qu'on clair. recrute chaque année et qu'on essaye de recruter chaque année. D'accord, On ne ouais. cherche pas à grandir avec notre cible, on cherche vraiment à recruter la nouvelle chaque année. Hyper important. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire totalement. Tu as parlé de haut et de bas depuis 7 ans. C'était quoi justement les moments un peu difficiles dans le développement de ta marque ces dernières années? Je ne sais pas si Ça c'est a du Covid. ça a été une levée de fonds à 20 millions d'euros qui s'est pas faite. Ça a été des partenariats avec des distributeurs qui sont très bien partis, où tu fais des super performances commerciales. Je pense à un grand acteur au UK, où un de nos meilleurs lancements, et puis plus de son, plus d'image le lendemain. Ça a été évidemment la séparation avec Roland, mon associé, quand il a décidé de partir. Et c'est toujours un ami et tout se passe très bien, mais voilà, c'est forcément un moment délicat à gérer. Ça a été parfois des relations humaines un peu tendues avec certaines personnes de l'équipe parce que ça fitait pas ou ça fonctionnait plus et il fallait y mettre un terme. Ça a été des démissions de personnes que tu adorais dans l'équipe parce que changement de vie. Voilà, il y en a eu beaucoup. Euh, et j'ai beaucoup grandi là-dessus et j'ai beaucoup appris grâce à tout ça. Ok. Et aujourd'hui, tu n'as plus d'associés ou tu as d'autres associés avec toi? J'ai toujours des associés, et même Roland, il est toujours au board, il est toujours actionnaire, mais je suis le seul à gérer la boîte. Le reste fait partie de l'équipe. Ils sont incentivés évidemment, mais après, j'ai une équipe de managers, j'ai un super bras droit, j'ai plein de gens que j'ai recrutés, mais de l'équipe fondateur de Roland et moi, je suis plus seul. Et après, on a Utopia et Fondeur Futur, deux fonds d'investissement qui nous ont soutenus, qui sont des fonds consumer et à impact.
D'accord, ok. Et ces fonds-là, tu les as depuis le début de ton aventure ou tu les as eu au cours du développement? Non, au bout de 3 ans, on a réussi, nous, à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en Sans... mettant 5 000 euros chacun dans la boîte. C'est rien du tout, ouais. Je pense que c'était une ère, je dirais pas plus facile à l'époque, c'était différent. Euh, L'acquise, l'influence, le wholesale, voilà, c'était plus difficile dans un sens, mais plus facile dans l'autre. On pourra peut-être en revenir dessus Oh, on après, va y mais revenir d'office. on va y revenir. Mais, On va y revenir. mais, mais ouais, c'était beau. Du coup, on arrive avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On se payait pas, donc la boîte était. On n'avait pas de salariés, on avait juste une stagiaire graphiste. Donc on était très rentable et on a levé 3 millions d'euros avec Utopia à l'époque assez facilement. Et on est très content et on est très content de cet actionnaire. Oui, oui, c'est cool que tu parles en toute transparence des chiffres que vous avez fait les 3 premières années. J'ai déjà parlé à des fondateurs de marques qui m'ont dit, bah, justement, moi, avant de recruter, je faisais jusqu'à 700, 800 000 toute seule. Donc, je trouvais ça impressionnant. Donc là, tu as l'air de dire que vous étiez plus ou moins à ce niveau-là avec Roland sans forcément vous payer, mais que vous voulez garder un maximum de rentabilité pour lever des fonds. Et je trouve ça inspirant parce que tu as beaucoup de marques qui n'osent pas se lancer en se disant, ben voilà, je ne peux pas me lancer parce que j'ai pas de fonds ou parce que je ne sais pas comment faire une campagne de crowdfunding. Tu n'as pas l'air de dire que tu as fait une campagne de crowdfunding comme d'autres. Donc, Non, et on n'a pas des familles blindées qui ouais. nous ont. Mhm. Je le précise, on vient de familles, on va dire, classe moyenne supérieure. Mais ni moi ni Roland, on a été subventionnés par nos parents et qui n'ont pas investi dans la boîte. Et voilà, c'est juste des décisions que j'ai fait dans ma vie de vivre plus longtemps chez mes parents. Donc ça, j'avais une chance énorme. Quand tous mes copains, eux, Oui, avaient des jobs, pouvaient partir en vacances, ben moi, je suis resté un peu plus longtemps chez eux et de bosser à côté. Roland, il a livré des sushis pendant 2 ans et il faisait d'autres petits business. Moi, pas de drogue, hein, attention. Et moi, on va pas parler et de moi, drogue. non, 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 non. Et moi, je faisais de la musique, j'organisais des soirées, j'étais DJ, j'ai gagné de l'argent comme ça. Et, et voilà. D'accord. Et Ah, mais puis à c'est... un moment, le business a pris le devant et on s'est dit, bah, on arrête ça et on se focus à 100% dessus. mais j'apprécie énormément ta transparence en disant vraiment justement je n'ai pas une grande famille de base. Au départ c'était un peu difficile parce qu'on faisait deux jobs en même temps parce que l'activité était pas assez rémunératrice pour nous payer des salaires. Et aujourd'hui ben, ça a bien grandi de ce que je peux voir sur les réseaux. Euh, Je pense qu'on s'est payé tôt. Tu vois, je pense qu'on s'est payé au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Et en fait, ouais, quand tu regardes un peu les datas, sachant qu'il y avait un an, on était encore étudiant. Donc, tu vois, ouais. Oui, tu as commencé. euh, Attends, ouais, j'ai commencé vraiment, je pense, en octobre. On avait notre rentrée en septembre. On a dû commencer en novembre, faire nos premières factures en février. Donc, cette année-là, je la compte à peine. oui. Donc, je pense que par rapport, j'ai pas les datas, mais par rapport à la moyenne de l'industrie, je pense qu'on s'est payé relativement tôt et c'était pas un SMIC, on réussissait à se payer plus. Et évidemment, après, c'est la levée. Et vraiment, on s'est concentré, comme tu dis, à créer de la croissance et En de la rentabilité, ouais. rentabilité pour pouvoir lever de l'argent et dans des bonnes conditions. Ok, très clair. Un autre truc que je voulais aborder, mais je ne vais pas t'interrompre à ce niveau-là, c'est qu'au départ, vous avez, vous avez commencé sur le marché du gel avec ce produit-là. Mais aujourd'hui, vous avez une gamme beaucoup plus élargie. Tu as parlé du fait que vous avez des produits maintenant pour l'acné, mais j'en ai vu bien d'autres pour le visage, par exemple. Comment s'est passée cette transition dans les années qui ont suivi la levée de fonds, d'intégrer des nouveaux produits dans votre gamme? Comment vous avez fait ça? Qui a réfléchi à tout ça? Tu vois, Notre mission, ça a toujours été de créer des soins extraordinaires pour les jeunes. Ça, c'est la mission de base. Après, il y a des étapes à tout ça. Il y a des étapes par rapport à, un, tes moyens, deux, ton expérience, ce que tu es ouais, capable de faire, et trois, tes opportunités commerciales et ta distribution. Nous, on a commencé à vendre des gels. C'est une formule qui est relativement simple. On l'a ouais. beaucoup améliorée depuis, mais c'était pas une formule complexe. Moi, je suis pas ingénieur formulateur, je suis pas chimiste. Donc on a bossé avec quelqu'un qui nous a aidé à la faire. Depuis, j'ai énormément appris dessus. On a des équipes qui viennent de la chimie justement et de la cosmétique. Euh, et finalement, on s'est dit au départ, on va commencer par le sac à main. Donc Ok, après le gel, on a fait une crème pour les mains. Euh, Après le gel pour les mains, on a fait donc la crème, pardon, on a fait une brume pour le visage. Vraiment, on s'est concentré sur le sac à main. Et puis, on a réussi à prendre une grande part de marché. Et ensuite, on est allé dans la salle de bain avec des produits
pour le corps. On a lancé des déodorants, on a lancé une crème pour le corps. Et puis, on est passé dans la cour des grands, on va dire dans le prestige. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à passer d'un gel à 3 euros pour les mains, qui est très bien, mais qui est très basé sur l'impulsif au départ, à un sérum à 25 euros super hydratant. Et pour ça, on a beaucoup travaillé sur la marque, sur l'image et sur tout le reste. Oui, ce qu'il faut bien comprendre au départ, que scaler avec un seul produit, c'est pas facile, d'autant plus que tu parles du fait que le gel coûtait 2,99 € et que derrière, quand tu as développé la gamme, je suppose, ça a pu développer le chiffre. Ça a permis d'avoir des bundles bien précis qui doivent bien se vendre, à mon avis, avec le temps. Ok. Et aussi, voilà, si je te pose la question, c'est parce que je pense qu'il y en a certaines personnes qui veulent lancer des marques ou qui n'ont pas de succès avec leur marque actuelle parce qu'ils n'ont pas réussi en fait à pénétrer un marché avec un produit de niche. Ce que vous avez fait avec Merci Andy dès le départ pour les jeunes, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y a produit de niche ou hero produit. Je pense que hero product. Je pense que c'est clé d'avoir quand on fait du bien de consommation un produit sur lesquels on va investir plus que les autres et sur lequel on croit. On peut se tromper. Ouais. Nous, quand on lance des produits, on pense que ça va être le best-seller, ça va cartonner, et puis ça, c'est plus petit, c'est plus tactique ou c'est juste pillard. Parfois, on se trompe complètement, mais c'est OK. Ce qu'il faut juste, c'est que dans la stratégie initiale, à mon sens, d'avoir ce produit héros, il est encore plus dans la beauté, mais je pense que dans la food, c'est pareil. Je pense que dans le textile, c'est pareil. Tu prends Jacques Mus, il s'est fait connaître avec son bob, après ça a été son sweat à capuche, et après ça a été son Mini-sac. Il y a des moments, tu prends Nutella, ça a été d'abord Nutella, ensuite ils ont décliné sur plein d'autres trucs. Donc voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, le gel reste quand même votre produit phare, enfin tout ce qui sont les produits pour les mains? C'est notre produit phare, ça dépend ce que tu entends par phare. En tout cas, c'est moins de la moitié de notre chiffre d'affaires, même moins d'un tiers. On s'est beaucoup diversifié. Normal. Donc, mais l'un des plus connus ou celui qui est porte d'entrée un principal, parce que ok, il n'est pas très cher, mais ça reste. On ne vend pas de gel aux US. Okay, tu vois, par exemple, on a fait le choix d'attaquer les US sur d'autres segments pour plein d'autres raisons. Et par exemple, notre corps aux États-Unis fonctionne très très bien. Donc nos savons, nos déodorants, c'est là où Merci Andy a énormément de croissance. Et d'ailleurs, on développe une gamme spécifique pour le marché américain sur ce segment-là. Comme toujours, tu as des différences entre les différents marchés. Ce que j'avais déjà entendu de la part d'autres fondateurs de marques qui se lancent à l'international, c'est que ce qui a fait leur succès dans un pays ne fait pas forcément leur succès dans un autre pays. Complètement. Ok. Écoute, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, je voulais voir avec toi, tu sais, vos différents canaux d'acquisition entre l'organique et le payant. Tu n'as pas beaucoup parlé de ça au départ, mais quels ont été vos canaux d'acquisition ces dernières années pour développer la marque? Encore une fois, à la fois en organique et en payant. Écoute, ça a été organique, ça a été évidemment la création de contenu, de blagues sur Facebook à aujourd'hui un Rainbow Studio dont on va, je pense, un peu plus parler. En organique, on a fait beaucoup de choses. On a fait des coups de com énormes. On a envoyé un gel dans l'espace. On a fait des pop-up stores. On a fait des vidéos ultra virales quand on s'est lancé sur YouTube. On a avec très très peu de moyens. Donc c'est pour ça que je me permets de dire organique, parce que ça nous avait coûté 400 ou 500 euros et on a fait des millions de vues. Ouais. Donc voilà. Après, payant, il y a eu des phases. Il y a eu des vraies phases. Il y a eu des phases de micro-influence. En mode ginon de la terre, de macro-influence avec des top players sur lesquels on avait qui nous plaisaient, tu vois, et qui ressemblaient à nos valeurs, et ça c'est le plus important, mais sur lesquels on avait des super ROI. Il y a eu la phase télé, on a fait de la télé. Il y a eu la phase en 2020, été 2020, on a fait une grosse campagne télé. Il y a eu une phase, on a testé le cinéma en offline. On a fait de l'affichage dans le métro, on a testé beaucoup de choses. Oui, c'est ça. J'allais dire, vous avez testé beaucoup de choses. Et évidemment, du social paid, tout le paid qu'on maîtrise, qu'on maîtrise plutôt bien, mais qu'on attribue majoritairement à nos ventes en ligne. Ouais, je comprends. C'est vrai que l'organique, c'est beaucoup de branding. Bien sûr, il y a beaucoup de ventes en découlent. Je le vois sur le compte Instagram, vous mettez en avant les produits, mais il y a aussi beaucoup la partie où vous mettez en avant les collabs avec les influenceurs, vous faites beaucoup de concours qui viennent développer vos différents comptes.
On dirait que les deux, en fait, s'auto-alimentent. S'auto-alimente, ouais. Ouais, S'auto-alimentent, ouais. c'est exactement ça. Et après, c'est où est-ce que tu es bon et comment est ton modèle. Et nous, l'attribution de nos ventes, enfin, l'attribution de nos investissements sur nos ventes, c'est hyper compliqué. Parce qu'on est omnichannel, parce qu'on a énormément de data sur notre e-commerce, mais on n'en a pas sur notre wholesale, parce qu'on fait de l'export, parce qu'on a des revendeurs où on a tous les mois la data, d'autres c'est tous les 6 mois. Donc c'est complexe à la fin. Dans un PNL, tout rentre. Mais si tu veux vraiment rentrer par campagne, par channel, c'est compliqué. Donc on prend des parties de dire ce qu'on fait en ligne, ça va pour le online, ce qu'on fait offline, ça va pour le offline. Et parfois, il y a des choses qui sont un peu cross-channel. C'est une logique, il y en a d'autres et c'est OK. Mais moi, je suis un enfant de la marque et du branding. Et même si je vois une bonne pub, ça ne sera pas suffisant pour que j'achète. J'ai besoin que la marque, elle me réconforte. Et tu vois, récemment, Airbnb a beaucoup pris la parole sur tout le travail d'awareness qu'ils faisaient versus du pure paid, ou notamment sur Google pour location de vacances, maison. Et c'est pour ça qu'on a vu Airbnb beaucoup plus en télé, beaucoup plus en influence, beaucoup plus sur des choses. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'un alimentait l'autre. Et c'est passionnant. Ils ont beaucoup documenté là-dessus. Et c'est ce dans quoi je crois depuis longtemps. D'accord. Est-ce que du coup, je suppose que tu suis chaque mois combien de vues vous faites de manière organique, le nombre de personnes que vous touchez? Ouais, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos réseaux et hors email, c'est un peu plus de 10 millions d'impressions par mois. Okay. Ça varie évidemment en fonction des mois, mais c'est un peu la moyenne lissée depuis le début de l'année. Et ça varie en fonction des réseaux, mais évidemment, c'est beaucoup Instagram et beaucoup TikTok. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les moyennes de vues par vidéo, avant, tu avais des vidéos qui tournaient à peu près toujours au même, tu vois. Tu avais peut-être une vidéo qui se détachait. Aujourd'hui, c'est que du pic. Ça veut dire il y a des vidéos qui vont pas fonctionner et pas décoller. Il y en a d'autres qui vont exploser. Tu n'as plus une moyenne de 200 000 par vue. On est tout le temps, soit on fait 30, 40, 50 000 vues et paf, il y en a une qui va faire 2 millions. C'est ce que j'ai vu, ouais. C'est un peu là, par exemple, on a posté il y a 2 jours sur TikTok une vidéo, on a fait 2,7 millions de vues. Voilà. Et pourquoi celle-ci? C'est la magie des réseaux. C'est pourquoi c'est celle-ci qui a pris. Il y a de l'algo, mais il n'y a pas que de l'algo. Moi, je ne suis pas le gars qui va dire ouais, mais l'algo, nanana. Parce que pour moi, tout ça, c'est trop venteux et fumeux, on n'en sait rien. Il y a juste des mécaniques humaines et un peu psychologie sur la manière dont on monte les vidéos pour que oui. Les gens restent dessus, la partagent, la commentent. Et puis, est-ce qu'elle nous plaît à nous, cette vidéo? Déjà, si elle plaît à nous, elle a de grandes chances d'être plus virale que si elle ne nous plaît pas. Ok, ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que je vois sur TikTok, parfois vous avez des vidéos qui vont faire moins de 10 000 vues et d'autres qui vont faire beaucoup, beaucoup de vues. La vidéo dont tu parles, c'est une vidéo que tu as mise sur Rainbow Studio ou sur le Merci Andy? Je vois pas la vidéo à 2,7. J'ai des exemples sur les deux. On a fait une vidéo sur Merci Andy où on se moque de nous sur l'utilisation de notre gel douche, où on l'utilise mal. C'était cet été. Tu vois, avec beaucoup d'autodérision aussi, on a fait des super performances. Ouais, mais j'ai vu que vous faisiez beaucoup ce type de contenu-là, mais on y reviendra juste après. Juste une dernière chose, c'est quoi évidemment les différences entre vos deux logiques d'acquisition sur l'organique et le payant? Donc l'organique, j'ai l'impression que c'est beaucoup le fait de parler de sujets de société, donc que connaissent les jeunes, de aussi vous-même faire de l'autodérision, présenter vos produits, mais sur le payant, finalement c'est beaucoup plus commercial, on est d'accord? Si je vais par exemple en social là, je vois de la promotion, de la promotion des offres. Ouais. On fait de la social ad. On booste un peu certains contenus de Rainbow Studio ou des contenus brand, mais on est en train de parler en dizaines d'euros, peut-être centaines d'euros, mais grand max. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas de budget paid de notoriété et d'awareness où on se dit, tiens, on va faire une campagne sur les valeurs de Merci Andy ou ce qu'est Merci Andy, on va le payer. On investit tellement de temps et beaucoup d'énergie dans la création que ce qu'on a envie de pousser, il faut qu'à un moment on pousse du commercial, sinon ça va pas faire sens. C'est clair. Donc c'est qu'en gros la majorité de votre budget c'est sur un truc commercial et tout le reste du temps vous l'investissez dans la création des contenus qui font finalement 10 millions d'impressions sur
par mois en moyenne. Et comme tu l'as dit, avec certaines vidéos qui vont avoir un pic et d'autres qui vont pas trop fonctionner. Ce qui montre encore une fois que peu importe ta base de followers existante, tu peux faire des vidéos qui vont pas du tout marcher et d'autres qui vont énormément marcher, quoi. Donc C'est ça. ça C'est ça. m'étonne pas tellement. Ben, si tu veux, on peut embrayer là-dessus sur la partie vraiment communication en organique, mais plus sur TikTok, dans le sens où j'ai l'impression que c'est là où vous êtes vraiment le plus démarqué. Et je connais pas beaucoup de marques qui ont autant de succès que vous sur TikTok. Donc, ce que j'allais d'abord dire pour commencer, c'est que vous êtes sur Instagram et TikTok. Il semble que vous soyez sur Instagram depuis plus longtemps, mais qu'aujourd'hui, TikTok a pris le dessus en termes de followers et je suis sûr et certain en termes de vues de vidéos. Est-ce que tu peux me dire un peu, ça a été quoi comment ça s'est passé quand vous êtes lancé sur TikTok, pourquoi vous l'avez fait, quand vous l'avez fait, pour qu'on puisse comprendre un peu ce lancement? Yes, été 2019, donc assez tôt par Il y a rapport à 3 ans, ouais, l'explosion de TikTok, clairement. et évidemment le Covid qui a rendu TikTok au grand public. Écoute, des perfs sur Facebook, des perfs sur Insta qui étaient très très bonnes. Je pense que le 1er janvier 2019, on était à 220 000 abonnés et on a fini à l'année à peut-être 400, donc on avait bien grandi Ouais, en 2019. Hein. sur Instagram en 2019. TikTok, on l'a testé. Comment ça s'est fait? Les perfs sur Facebook se dégradent, on n'arrive plus à faire rire. On sent que les formats commencent à être différents, que c'est beaucoup plus sur la vidéo et les vidéos carrées sur Facebook, c'était compliqué dans un feed au milieu d'événements, de textes, de plein de choses, de pubs, beaucoup de pubs et peut-être trop de pubs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de regarder ce qui se faisait d'autre. On a invité des gens ici au bureau, nos consommateurs, on leur a demandé ce qu'ils faisaient. Il y en avait certaines, beaucoup de filles, qui étaient sur Musical.ly à l'époque Oui. et qui dansaient beaucoup sur des musiques d'artistes. Ça, c'était avant que TikTok soit là. Et puis, Musical.ly, ça crash, ça switch, c'est racheté par TikTok. On comprend TikTok, on tape TikTok dans Google, on voit la méga mauvaise presse dans les articles de presse française sur le géant chinois qui va vous espionner. Voilà, toute la mauvaise presse qu'a eu TikTok au départ. Et puis petit à petit, donc on se lance. Moi, je suis un aventurier, c'est un pari. Je pense que j'ai rien à perdre. Je suis early adopter dans plein de choses dans ma vie. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas dans mon travail. Donc je teste, on se marre, c'est authentique, c'est fun. C'était beaucoup de positifs sur TikTok comparé à Facebook qui était devenu un peu un truc de troll. Donc voilà, on s'est lancé. Au début, on reprenait beaucoup de mèmes. Ça veut dire, notre stratégie au départ, c'était vraiment toutes les vidéos qui performaient. Je me souviens, une de nos premières vidéos qui a peut-être fait dans les 1,5 millions de vues, c'était une chanson de Hello de Adele qui était reprise en chœur. Et voilà, il y avait un mec qui avait fait un petit bonbon Haribo qui chantait le départ. Et puis après, quand le chœur commence à chanter, en fait, il avait mis dans son salon 10 000 Haribo tous debout, enfin les petits ours. Et nous, on a fait la même chose au bureau avec des gels et elle a explosé. Et voilà. Et Trop intéressant, trop intéressant. T'as pris une tendance. Hein. J'ai repris une tendance, c'est ça. Mais si tu veux, les tendances de l'époque, elles étaient quand même différentes de les tendances d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus avec des objets, il y avait de la danse. Il y en a toujours de la danse aujourd'hui, mais je trouve quand même que tu perds un petit peu ce fil des tendances parce qu'il y a beaucoup plus, en fait, il y a beaucoup plus de contenu, donc les tendances se perdent un peu. Il y a un moment sur TikTok, tu scrollais 10 fois, tu avais 8 tendances, voilà, et ça, on le perd un petit peu parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de créateurs, beaucoup plus de contenu. Mais voilà. Et puis, on a quitté Facebook en septembre 2019, plus de posts organiques sur Facebook. Je pense que depuis 2019, on a dû faire 3 posts Facebook à un moment pour tester et encore, je sais même pas. Ça fait plus sens pour vous. Bon, ça, on va pas se dire pourquoi, les jeunes sont plus là. Ouais, ils sont plus là, mais on a toujours 150 000 fans sur notre page, mais on s'en sert pas. On s'en sert juste dans notre stratégie d'acquise. Oui, je vois totalement. Donc, ce que tu dis là, c'est que finalement, tu as été très early adopter sur TikTok. Toi, tu as l'air de bien aimer justement te lancer dans un truc qui est nouveau, un peu comme tu l'as fait avec BeReal. Donc, c'est toi qui as eu l'impulsion dès le départ.
Oui, clairement. Je pense que oui, c'est même pour Biril. C'est pas que mes équipes ne sont pas curieuses ou qu'elles sont mauvaises, pas du tout. C'est qu'elles ont beaucoup de travail, elles se concentrent déjà sur les objectifs et que quand tu vois un nouveau réseau social arriver, bah, tu te dis nouveau travail, nouveau challenge, donc plus de temps, plus d'énergie et donc je vais avoir peut-être du mal et que c'était pas dans mes objectifs initiaux. Donc voilà. Ok. Mais c'est moi qui ai initié. Euh, ouais, c'est moi qui ai initié TikTok. Comme là, j'utilise Biril pour Merci Andy. Ouais. Ok. Et donc au départ, finalement, vous n'avez pas trop de stratégie avec des micro-influenceurs qui intervenaient sur le compte. C'était plus vous-même qui allez Ouais. détecter des tendances et après Ouais, les alors reproduire. l'histoire de la micro-influence, elle est arrivée avec le Covid. Donc en 2019, on produisait tout nous-mêmes parce que on venait d'avoir des nouveaux bureaux dans lesquels on a un studio photo, on a plein d'accessoires, on achète plein de choses. Donc, et puis le Covid arrive. Laura, à l'époque, qui était notre social media manager et maman, on est tous chez nous. Comment on va faire des contenus fun, rigolos, en étant confinés alors que l'usage n'a jamais été aussi fort et que le réseau social explose. Et c'est là où on se dit, et encore une fois, je pense qu'on a été un peu précurseur là-dessus, on va donner carte grise à une jeune, on voulait que ça soit une fille, en l'occurrence ça a été Marie, notre première, voilà, qui est sur TikTok, elle avait une grosse chaîne YouTube, elle cherchait un stage, on s'est dit bah let's go, on lui a donné carte grise, ça veut dire que lui on expliquait notre strat, comment en parler aux gens et, et elle nous produisait beaucoup de contenu. Évidemment on avait plein d'idées, on faisait beaucoup de choses aussi avec elle, mais ça a été top, on l'a fait avec 3 personnes différentes ensuite. Ok, Donc ça a d'accord. été une autre Marie et une fille qui s'appelait Lucie. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quel type de contenu qu'elle a fait? Des contenus où elle testait les produits, où elle Elle testait racontait les des histoires? produits, elle a raconté, elle faisait des blagues. Enfin, c'était vraiment son métier. Elle avait une chambre de jeune fille alors que nous, on ne pouvait pas le faire. On lui livrait des accessoires chez elle. Elle commandait des choses un peu partout sur Internet pour pouvoir créer ses TikTok. Elle a fait sa vidéo de présentation qui était ultra fun où elle se présente, elle dit qu'elle est stagiaire, elle commence à se faire un café en disant que euh, enfin voilà, c'était très drôle, beaucoup d'humour et en même temps très orienté produit aussi parce que c'est aussi ça notre métier. Donc ouais, hyper Oui, content de ça. les vidéos sont orientées produits principalement. C'est vrai, je l'ai regardé tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il y a d'autres choses. Il y a des sujets que vous abordez avec les influenceurs. Je ne sais pas si c'est du contenu que vous récupérez du média que vous avez créé, mais qui est reposté sur vos comptes sociaux. Exact. Avec Rainbow Studio, donc le compte média qu'on a créé où on interviewe des créateurs sur des thématiques, on va dire, c'est un média vraiment de bienveillance et positif où on va recueillir des témoignages de créateurs, beaucoup issus de TikTok, sur différentes thématiques. Ça peut être l'adolescence, les premières règles, un coming out. On a interviewé quelqu'un de transsexuel qui est venu et qui nous a expliqué comment ça s'est passé. Donc, on vient prendre des thématiques d'actualité, Ouais, clairement, et des thématiques sociales, on va dire, et sociétales. ouais. Et, et, euh, et on vient apporter des témoignages dans un cadre qui est pas Merci Andy, mais qui est très arc-en-ciel. Donc, c'est un média qui nous appartient, qu'on finance, on va dire, Oui, c'est mais ça. Les qui est, tournages qui se est- qui font est où? Les tournages se font chez vous, au dans bureau. vos studios? Ok, Ouais, d'accord. au bureau. On a 6 tournages par semaine avec des gens qui viennent issus de toute cette communauté. Il y a certains de nos clients aussi qui viennent. On invite certains de nos clients à parler et les meilleures vidéos, on les cross-poste souvent sur Instagram. Ok, ouais, c'est exactement ce que j'ai vu. C'est que sur Instagram, vous en repostez quelques-unes, mais peut-être pas toutes, parce que vous n'avez Ouais, pas non plus. on reposte 1 à 2 par semaine, ça dépend un peu des performances, quand ça fait sens avec Merci Andy, quand ça fait sens avec notre communauté Instagram. Et D'accord, ouais, quand ça fait sens aussi, ouais. ouais, ouais, complètement. Ouais, non, vraiment intéressant. Donc, du coup, vous prenez à la fois des clients, des micro-influenceurs. Est-ce que c'est aussi des gros influenceurs qui vont peut-être avoir 1 million de Ouais, followers? Ok, ouais. On ok, a, d'accord. euh, on a Tristan, le plus gros TikToker français, qui est venu la semaine dernière. Il a 7 millions d'abonnés. Voilà, Voilà, ça c'est top. Ça attire beaucoup de monde dans le média. Et c'est une bonne exactement. stratégie, hein, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'une marque, si elle veut, on va dire, réussir à développer une audience très engagée,
en fait, elle doit créer son propre média et d'une manière ou d'une autre, montrer que elle, euh, elle a une mission qui dépasse le fait de juste vendre des produits à des gens. Donc là, dans ce cas-là, c'est, je peux pas te dire exactement. Tu parlais beaucoup d'humour, de rendre des produits ordinaires extraordinaires, et donc du coup d'ajouter du fun dans la vie des gens. Donc je pense que c'est en partie lié à ça. Donc après, je sais pas si tu as réfléchi à un truc précis sur Rainbow Studio. C'est quoi le vrai but du média? Non, c'est justement ce que j'allais en dire. En fait, on a une stratégie de ce média par étapes. La première étape, c'était d'être un média crédible, que les jeunes comprennent, qui soit beau visuellement et intéressant éditorialement. Voilà. Ok. Et avec un certain nombre d'abonnés, mais finalement, les abonnés, c'est même pas trop ce qui m'intéresse parce qu'on n'est pas un média payant, on est gratuit. On n'est Ouais, pas comme le monde qui vise des abonnés. Et voilà. Ce qui m'intéresse, c'est plus le nombre d'impressions par mois qu'on fait. c'est ça. C'est le nombre Et d'impressions. Et puis après, c'est après ça. le média ne porte pas vraiment le nom de Merci Andy. C'est pas Merci Andy Media, c'est Non, Rainbow non. Studio. Mais justement, et du coup, la deuxième étape qui sera l'année prochaine, c'est une autre stratégie qui arrive. Parce qu'on a réussi notre première étape, on s'est D'accord, donné ouais. jusqu'à la fin de l'année, et on a une deuxième étape dans ce média, et on annoncera bien, on est encore en train de bosser dessus, Ouais, bien sûr, ouais. mais on annoncera bientôt c'est quoi cette deuxième étape, ça va encore changer, ça va encore évoluer, mais voilà, on ne pouvait pas... en fait, si on parlait de Merci Andy et qu'on montrait nos produits toutes les deux vidéos, on n'aurait pas été Ça l'aurait pas fait, crédible. ouais. Mm. Si on avait fait des partenariats avec Coca-Cola, on n'aurait pas été crédible. Si voilà, donc on voulait quelque chose d'authentique et donc on préfère le faire par étapes. Mais ce que j'aime bien Mais dans ce que tu dis, c'est que là, tu veux ne rien faire payant dans le média, donc du coup, ça attire énormément de monde parce que quand c'est gratuit et quand il n'y a pas de publicité, ben, évidemment, on a envie de passer du temps à consommer le contenu en question parce qu'on sait qu'on ne va pas recevoir un message publicitaire. Et d'ailleurs, toi, c'est quand même un investissement parce que le studio, il faut le financer, il faut, bien je sûr, suppose, c'est un financer certains investissement. influenceurs. Mm. On a une personne Qui gère on ça. a une monteuse vidéo full-time. Johan, ça lui prend beaucoup de temps. Notre social media manager, à créer le relationnel avec les créateurs de contenu, préparer les formats, les questions, les interviews. Ça prend Non, énormément de temps, ouais. ça demande du temps. Je pense que c'est même la moitié de son temps. Donc, Ok, c'est ça. Après, on a envie d'aller beaucoup plus loin que juste d'accord. des interviews aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va Ok. essayer de faire. Bon, on est curieux de voir ça l'année prochaine, on va pas t'en demander plus. Par contre, petite question, c'est C'est comment. parce que je ne sais pas encore. Ah, tu sais pas encore? Ok. Si, 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 si. Non, si, mais si. t'inquiète pas. Je vais pas te demander de dévoiler des secrets. Par contre, il y a un truc que tu as dit, c'est que tu invites des clients et certaines marques, en fait, je pense, ont du mal en fait à nouer des relations avec leurs clients. Et donc, toi, comment tu fais ça? Comment tu les mets à l'aise, surtout pour commencer à parler sur ton média ou parler de tes produits? Ça m'intéresse de savoir. Ils nous contactent. Ils vous contactent. Ok. Honnêtement, ouais, on va pas à la chasse aux clients. Ils nous contactent et on prend les gens motivés. Même s'ils ont qu'acheté une fois sur notre site, même si, tu vois, il y a des gens, ils ont acheté peut-être 30 fois sur notre site, mais ils n'ont pas envie de venir parler sur les réseaux sociaux, montrer leur visage et tout. Ils kiffent juste nos produits et c'est OK, tu vois. Il y en a d'autres, ils ont peut-être jamais acheté parce qu'ils n'ont pas d'argent ou ils ont peut-être acheté une fois un gel chez Sephora en promotion et par contre ils sont fans de nous et c'est ok aussi. On accepte tout le monde qui a envie de rejoindre notre grande famille et il faut pas que tu aies dépensé X ou Y Ouais. pour être là. Par contre, prendre des gens motivés qui comprennent la marque, qui aiment nos produits évidemment et qui croient en nos valeurs, ça c'est primordial. Encore hier, tu vois, on avait au bureau une fille qui a commenté sur Biril, qui m'a dit ça fait un an que je veux venir vous voir, j'ai toujours venu, j'ai vu ça sur Biril, on a fixé un rendez-vous, elle a créé plein de contenu, elle s'appelle Vie de Gold sur TikTok. Euh, et c'est parce qu'elle est cliente Gold chez Sephora et elle se met dans la peau d'une cliente Gold chez Sephora et une vidéo sur trois c'est merci Andy parce qu'elle nous adore et c'était trop cool, on a pris un thé avec elle, elle m'a offert du thé même, c'était adorable et voilà, et elle était motivée donc nous tu vois on va pas fermer la porte, on l'ouvre 200 fois. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ouais, c'est ça, vous êtes hyper open à discuter avec vos clients et il n'y a pas de critères particuliers. Et surtout, eux finissent par créer du contenu pour vous. Je ne sais pas si vous réutilisez ce contenu ensuite dans vos ads ou sur votre compte TikTok. Je ne sais pas quelle est votre politique par rapport à ça. Est-ce que vous récupérez le contenu? Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être? On l'utilise sur TikTok, pas forcément, mais un peu en ads. Un peu en ads parce que c'est méga authentique, qu'on n'a rien Ok, demandé, qu'il n'y ouais, a pas ouais. de brief et que ça marche bien.
Donc on utilise en ads, surtout sur du retargeting. Voilà, Trop bien, ouais, trop bien. tu vois, par exemple, si je prends l'exemple de nos patchs, on a reçu des super vidéos de avant-après, de super vidéos de personnes qui ont dit, non seulement j'adore avoir des boutons maintenant, mais j'aime bien porter mes patchs aussi. Donc voilà, c'est un peu le truc cool d'avoir une communauté qui utilise les réseaux, c'est qui te crée du contenu et qui te l'offre souvent pour t'aider toi dans tes performances. Donc on trouve toujours une manière de les rewarder et de leur faire plaisir parce qu'ils ont pris le temps de faire des choses sur C'est- lesquelles on les a pas briefés, tu vois. C'est important de le dire. Ça, j'allais dire, donc voilà, vous les briefez même pas parce que eux le font de leur propre Non. initiative et c'est Ça top. nous est arrivé sur des lancements produits spécifiques où on savait que au lancement et au démarrage, on voulait des avis sur notre site. D'accord, Et ouais, on met ok. pas de faux avis sur Merci Andy, grande Normal, nouvelle. hein. Donc ça nous est déjà arrivé avant le lancement d'un produit, d'envoyer des produits gratuitement à des acheteurs parce qu'on savait qu'ils étaient intéressés par ce produit-là et de leur dire, euh, avant de lancer, on aimerait avoir des avis sur le site. Est-ce que vous pouvez mettre un avis? Soyez le plus authentique possible euh, sur le produit, pas la boîte, la livraison, la poste. C'est pas ça dont on parle. C'est vraiment, on veut Mais souvent, tes avis sont sur Oui, l'expérience ou je vois sur parfois ça, oui, livraison rapide, j'ai voilà. reçu. Et nous, les seules choses qu'on mandère, et c'est dans notre politique d'avis, c'est effectivement quand on se prend un étoile parce que parce que le colissimo était déchiré et que c'est sur une page produit de déodorant, on met pas cet avis-là. En tout cas, c'est dans notre politique de modération, c'est public, c'est affiché sur notre site. Par contre, si c'est une étoile parce que le déodorant, tu l'as pas aimé, il n'a pas été efficace ou il t'a brûlé le bras, ce qui nous arrive pas, ça, évidemment, on le laisse. Tout à fait. Ok, bah en tout cas, c'est une belle pépite que tu nous as dit, c'est que vous utilisez le contenu UGC, enfin, le contenu de vos clients, parfois en publicité, je suppose, avec leur autorisation. Et ça, ben, il y a des marques qui, je pense, aimeraient le faire, ne pensent pas à le faire, et qui, même parfois, sont prêtes à payer pour avoir ce type de contenu-là. Vous l'avez gratuit. Et c'est hyper intéressant de Mm. savoir que vous l'utilisez déjà dans vos publicités. Ok, écoute, j'ai encore pas mal de questions à te poser, mais je vois que le temps file. Je vais peut-être revenir rapidement sur TikTok et de comprendre aujourd'hui à quoi ressemble votre stratégie de contenu. Tu parlais au départ que vous avez commencé beaucoup par les tendances et que ça marchait, que vous faisiez des vidéos chez vous, dans vos bureaux, mais puis après qu'il y a eu le Covid, que vous avez commencé à internaliser la création de contenu avec, je comprends bien, des micro-influenceuses qui étaient en stage chez vous. Aujourd'hui, comment ça se passe maintenant qu'il n'y a plus le Covid et que vous avez une équipe plus structurée? Alors, on anticipe très très peu. Déjà, je pense que euh, le principe de l'actualité, d'être dans le tempo du réseau, c'est hyper important. Et TikTok, c'est quand même un outil qui s'est construit sur des tendances et que même si c'est moins visible qu'avant, ça reste quand même le cœur ça reste le cœur du réacteur. Sur Instagram, on anticipe beaucoup plus parce que c'est beaucoup moins sur l'actualité, sur les tendances, sur comment faut monter les nouveaux filtres, les nouvelles musiques. Ouais. Donc voilà, on a une base sur Instagram, on a une base de contenu qu'on vient piocher et on vient construire notre calendrier. Sur TikTok, c'est différent. On est, je pense, à la semaine. Tous les lundis, on fait un weekly avec Ok. l'équipe. C'est un peu comme une rédaction qui va faire euh, son comité éditorial, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui va dire c'est quoi les sujets de la semaine. Il y a évidemment l'actualité de la veille, mais il y a peut-être des choses un peu plus de fond qu'on va couvrir, et nous, on fonctionne pareil. On va se dire, c'est quoi nos lancements, de quoi on va parler en CRM, est-ce qu'on fait un pont entre CRM euh, Et les réseaux sociaux, ouais. Et et nos Instagram. réseaux sociaux. On lance un calendrier de l'Avent. Quelle série de TikTok on peut faire autour de calendrier de l'Avent? Ah tiens, on a vu que insérer une fausse bouche en ce moment, c'était la mode, ça J'ai marchait vu, ouais. vachement bien. Donc on a inséré une fausse bouche sur le calendrier de l'Avent. Un unboxing, un concours. Voilà, on construit et puis après on se laisse toujours. Et ça, c'est le plus important. C'est pour ça que moi, sur mes équipes sociales et créatives, je veux pas qu'ils bossent de 9h à 19h ou 18h comme des acharnés. Il faut qu'ils aient dans leur journée du temps pour réfléchir et saisir des opportunités parce qu'ils ont checké leur téléphone, qu'ils ont ouvert TikTok et qu'ils ont vu que Trop bien dit, ce, ouais. ce, ce trend était en train de fonctionner. Si leur journée, elles sont chargées parce qu'ils doivent faire aussi du support client, ils doivent faire aussi envoyer tous les colis pour les influenceurs, en fait,
Il n'y a ils plus de n'auront pas cette créativité. bande. Il n'y a plus de créativité, ils n'auront pas la bande passante, non seulement pour créer, mais après pour produire. Quand tu as dit c'est qui sont les personnes qui sont impliquées? Tu parles d'une Nous, personne? on a un studio, on a une directrice de création, une DA PAC et UX. Ok, On a une photographe, une vidéaste, notre social media manager et une stagiaire en social media. Et pourquoi on prend une stagiaire? Parce qu'on veut des jeunes, des très jeunes. Là, elle a 19 ans. d'accord. Et En quel est son rôle dans Elle l'organisation? aide Johan à monter les contenus, à travailler sur les formats, à trouver les mèmes, les TikTok, à répondre aussi, à démarcher, parce que parfois on démarche certaines marques ou certaines micro-influenceurs pour Rainbow Studio, mais beaucoup à répondre aussi, parce qu'on a on a une interaction à peu près toutes les 5 secondes sur nos réseaux sociaux. Ok, ok, d'accord. Donc, sur Insta et TikTok, toutes les 5 secondes, il se passe un truc. C'est un like, Un c'est message. un message et tout. Donc, 5 secondes sur une journée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses à modérer. Ouais. Ok, et donc tu as une équipe Je qui crois qu'il y modère a, ça, mais je crois qu'il y a 32 000 secondes, un peu plus dans une journée. Tu divises ça par 5, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Et vous êtes hyper Ouais. actif là-dessus au niveau des DM que vous recevez? Ouais. On l'était. On a eu des bugs un peu sur notre inbox Instagram entre les générales et les principales et les autres. Donc les messages se perdaient un peu, mais on essaye. Avant, on répondait à tout et on Ok. s'engageait de répondre à tout, mais aujourd'hui, on s'y engage plus et on peut plus le faire. C'est compliqué, Donc ouais. on teste des choses d'automation un peu, surtout en inbox, et ça marche plutôt bien. Important. Par contre, si je dis pas de bêtises, sur TikTok, il n'y a pas de message privé, hormis si la personne vous la suivez. Donc, du coup, c'est plus simple à gérer. Exactement. Ok. On parle très très peu sur TikTok. D'accord, ouais. Ok. Je veux peut-être encore terminer sur TikTok et te poser encore une ou deux questions là-dessus. Avec l'expérience que tu as aujourd'hui, surtout que j'ai l'impression que tu es bien impliqué là-dedans, en tout cas, tu vois ce qui se passe, tu connais les contenus qui sont publiés. C'est quoi pour toi les points communs des contenus qui ont le mieux performé pour vous, à la fois en termes de reach, donc le nombre de personnes que vous avez touchées, et je dirais même aussi de vente, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup à quel est l'impact de TikTok sur vos ventes. Donc, si tu peux nous en dire plus là-dessus, ce serait intéressant, parce que tu as de l'expérience. Bon, les premières secondes sont clés. TikTok, c'est un coffre-fort à contenu et tu sais que si tu scrolles moins de 5 fois, tu sais qu'il y a au moins une vidéo qui va t'intéresser. Donc, si tu n'es pas hyper pertinent, tu peux être sûr que ton utilisateur, il va te swiper direct parce qu'il peut savoir que derrière, il va y avoir une vidéo plus drôle, plus fun et plus intéressante. Donc déjà, l'importance des premières secondes, elle est clé. Et par exemple, dans la manière dont on a monté Rainbow Studio, alors c'est pas nous qui l'avons inventé, Brut le fait, tout le monde l'a fait, mais c'est vraiment de toujours envoyer une punchline très forte au démarrage, Ok, avant d'envoyer un jingle, avant d'envoyer quelque chose. trop fort. Ça, c'est la base. Il faut venir donner envie de rester et de regarder. L'authenticité, je pense que c'est clé. À chaque fois qu'on a fait des choses qui étaient trop montées, trop léchées, trop designées, ça n'a pas monté, ça n'a pas marché. Et c'est génial parce que ça coûte moins cher à produire, donc on est content. Mais voilà, tout ce qu'on a fait en post-prod, la post-prod, c'est pas quelque chose que TikTok aime. Ils aiment le montage dans TikTok, ils aiment le montage avec les outils TikTok. Donc je pense que il faut pas avoir 3 personnes en vidéo pour pouvoir faire des bons TikTok. Nous, on a fait le choix de faire Rainbow Studio, pas à l'iPhone, parce que c'est des créateurs de contenu. Il y en a, c'est des stars qui ont des millions de followers et on voulait leur garantir une image, une lumière qui était parfaite, mais c'est pas impossible de lancer un média avec un iPhone. Voilà, Ok. c'est un peu mon avis. Donc voilà, le début et après c'est l'authenticité, c'est super important. Et je pense que le format est aussi intéressant. Ça sert à rien d'être trop long. Ça sert à rien enfin, ça sert à rien d'être trop long. On va dire que pour moi, plus c'est court, mieux c'est sur les réseaux. Voilà, c'est hyper important, que ça soit un texte, une punchline, que ça soit une interview, que ça soit une blague. Enfin, ça va vite. Sur TikTok, ça swipe vite, quoi. La moyenne d'un swipe moyen sur TikTok, c'est moins de 2 secondes. Donc, Ça va très vite, ouais. Tu peux pas faire une ça va vidéo trop super longue. vite.
Euh, exactement. mais par contre, pour les vidéos du Rainbow, elles sont en combien de minutes? Les On a fait capsules? plusieurs formats. Justement, on a testé. On a toujours une première capsule qui dure moins d'1 minute 30, et après on a des formats plus longues. On a des formats plus longs. Puis TikTok a un peu ouvert les vannes sur les formats des vidéos. Oui, jusqu'à Donc 10 minutes, ouais. voilà, on monte sur des vidéos pas de 10 minutes, mais sur du 5-6 minutes. Ok. Mais c'est rare. En général, les grands formats qu'on poste, ils sont plutôt entre 3 et 4. D'accord, intéressant pour ceux qui veulent faire un média sur TikTok. Et du coup, ce que je voulais te demander avec le Rainbow Studio, c'est qu'il y a du contenu que tu as sur le studio Rainbow que tu vas pas remettre sur le compte TikTok, ce qui fait sens que ce sont deux comptes séparés. Par contre, tu me disais tout à l'heure que tu les remets, enfin en tout cas les contenus qui ont du sens pour votre compte Instagram, vous les remettez sur Instagram, donc vraiment c'est du recyclage. Et ces contenus-là, j'ai vu qu'ils font parfois des dizaines de milliers de vues. Aujourd'hui, quel a été l'impact de cette stratégie-là sur votre compte Instagram, sachant qu'aujourd'hui, je termine ma question, mais que sur Instagram, c'est plus dur d'avoir de la visibilité quand tu fais des push produits ou d'autres contenus, on va dire, organiques qui marchaient bien habituellement. En fait, on s'est dit qu'on avait des superstars qui venaient au bureau pour parler sur TikTok, et on leur demande toujours leur autorisation de dire est-ce qu'on peut pusher ça sur notre Instagram, et on nous a jamais dit non. Parce que on ne fait pas la promotion de nos produits, on vient de parler de choses qui parlent d'eux et qui fait plutôt la promotion d'eux d'ailleurs. Euh, on l'a fait parce qu'on a envie que notre feed Instagram et que notre univers, il parle pas que de produits cosmétiques et de nos super formules, mais qui viennent de parler d'autres sujets intéressants. Donc on s'est dit, ça a commencé par une vidéo qui a bien marché sur Instagram. Euh, c'était un garçon stupide qui parlait de son coming out, et on s'est dit, c'était Pride Day, on s'est dit, bah tiens, ici on prenait cette vidéo et qu'on la mettait sur Merci Andy, ça a hyper Encore une bien fois, fonctionné, timing, hyper timing, bienveillant. c'est important. Voilà, et timing important dans l'actualité. Et du coup, on a décidé de, voilà, une fois par semaine, un minimum, mettre un peu les top sellers, les top viewers de TikTok, les mettre sur notre Instagram. Et oui, et ça nous offre beaucoup de visibilité, énormément d'impressions. On cross-post parfois aussi avec les créateurs de contenu. Donc c'est trop cool. Très bonne idée. Et sur Instagram, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'était, j'ai vu que vous avez aussi pas mal de concours. Est-ce que ça, Ouais, c'est une stratégie que vous trouvez payante encore aujourd'hui pour non. des lancements? Même pas? Ok. Non, t'imprimes beaucoup moins qu'avant sur un concours. Nous, en 2021, on faisait un concours, enfin, les premiers concours, janvier, février 2021, on montait à 15-20 000 commentaires. Ok. Voilà, aujourd'hui, on tourne plus entre 5 et 7, 8 000. Non, je À la trouve que baisse, ouais. les concours, c'est bien parce qu'on adore faire des cadeaux. La réalité, c'est qu'on adore faire des cadeaux, on nous le demande beaucoup, et c'est pour ça qu'on continue de le faire. Ça doit être je sais pas, on est généreux, j'en sais rien, mais en tout cas, on recrute plus quand on fait des concours. En tout cas, tout seul, on Donc, t'es recrute pas très beaucoup de très peu. followers, ouais. Ok. Non, quand tu fais avec des marques en cross-post, oui, là tu recrutes, et là c'est encore intéressant. Mais ton concours tout seul dans le coin, c'est vraiment pour faire kiffer notre communauté, et c'est pas du tout dans une optique Dans le- de la grossir. C'est plus dans l'engagement. Mais d'ailleurs, tu disais que vous êtes monté jusqu'à 400 000 followers fin 2019 sur Instagram. Aujourd'hui, vous êtes à 490, 470, je pense. Ouais, il y a une grosse purge en 2020. On a perdu, je pense, 30-40 000 followers, mais c'est clair que notre courbe, elle est comme ça. D'accord, ouais. Quand avant, elle était comme ça. Ça grossit beaucoup moins vite. Tu parles de Ça purge, grossit beaucoup moins qu'est-ce vite. qui s'est passé? Non, mais tu sais, il y a eu, je crois que c'était fin 2020, au début 2021, un peu comme il y a eu sur Twitter récemment. Il y a eu, enfin, il y a une Oui, grosse vague de tous les bots, des choses qui s'étaient abonnés à toi, et tant mieux, hein, parce que moi, d'accord, franchement, oui, je le vois. nombre de followers, c'est le dernier truc qui m'intéresse. Qui t'intéresse, Ce ouais. que je veux, c'est l'engagement. Pour moi, les followers, c'est de la vanity métrique. Tu peux en avoir, hein, tu payes des concours, tu vas appeler Lena Situation, tu fais un chèque, et tu lui dis on fait un concours ensemble, et paf, tu vas gagner Tu vas en avoir beaucoup, ouais. 120 000 followers. Lena ou d'autres personnes, très très bien, hein, je Mais critique pas absolument d'engagement, pas Lena. mais pas d'engagement après, quoi. Peut-être, mais en tout cas, c'est hyper risqué. Il y en aura peut-être de l'engagement, mais en tout cas, la clientèle, jeu concours, partout, faut s'en méfier. Ouais, je comprends totalement. Faut s'en Euh, méfier. Tu parlais justement du fait que toi, tu t'en fous des followers et que tu regardes beaucoup l'engagement. C'est quoi finalement les métriques principales que tu regardes, vu que tu m'avais dit encore une fois en off que tu regardes, tu fais attention à tes KPI sur les Ouais, réseaux sociaux? ouais, je leur fais un peu de pub, j'utilise Iconosquare, j'aime bien cet outil Ok. pour voir un peu
toutes les datas. Ils ont lancé TikTok il y a quelques mois et Instagram depuis pas mal de temps. Ok. J'utilise évidemment le taux d'engagement global, donc sur ma communauté globale, mais lui, il dépend beaucoup de mon algo. Et ça, j'ai pas trop la main dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon taux d'engagement sur Reach, Average Engagement Rate on Reach. Oui, je vois. Pourquoi il m'intéresse? Parce que et là, nous, on tourne entre 18 et 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le nombre de personnes Touché. touchées et qui ont été imprimées, en fait, par l'algo, combien ont interagi avec? Mais moi, je regarde Moi, je ça aussi, hein. sais. Ouais, Parce que tu voilà. vois, si tu fais un post et que moi, j'ai quasiment 10 000 followers sur Insta, parfois, je fais un post, il a 1000 vues, 1000 Ouais, impressions, ce qui est nul, pardon, mais j'ai 120 engagements. Donc, ça veut dire plus de 10% ouais. d'engagement. Mais Ça, tu regardes. c'est hyper important. Et en fait, si tu suis pas ça, ton taux d'engagement enfin, ton taux d'engagement tout court sur ta communauté, Diminue tout le temps. ouais, il n'a pas de sens en fait. En fait, il n'a pas de sens. C'est juste que tu n'arriveras pas à l'augmenter. Ce qu'il faut d'abord augmenter, c'est comment les gens font pour s'engager sur le post quand ils le voient. Et c'est là où ensuite ça va diffuser. Et Tout à fait. ça, c'est mes logiques organiques où on est bon et on sait faire. Parce qu'on arrive à créer des mécaniques, on arrive à trouver des choses pour que les gens like, commentent, partagent, enregistrent, postent en story. Voilà, on réfléchit à des mécaniques à ça. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et c'est celle que je regarde le plus Tu le regardes par post ou alors sur tout le compte de manière générale? Parce que tu vois, par par post, poste. ça diffère. Par post, ok. Voilà. Ouais, par poste. Ok. Et justement, il y en a où c'est en chute libre et il y en a où c'est énorme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder sur les énormes pourquoi Ouais. c'est devenu énorme. Est-ce que c'est parce que beaucoup de gens ont interagi et tu te rends compte que c'est pas forcément ça le succès des Reels. Les Reels, c'est plutôt sur est-ce qu'ils ont regardé jusqu'au bout, D'accord. Intéressant. le Intéressant. fameux taux de complétion, tu sais, completion rate. On s'intéresse C'est aussi à ça, sur comment en fait faire voir qu'est-ce qui permet d'avoir le plus d'engagement, enfin pardon, le plus de donner le plus de signaux à l'algorithme. Donc d'après toi, c'est le taux de complétion pour les En tout reels. cas, sur certains formats, sur les Reels, le taux de complétion, il est important. Après, il y a peut-être 1 milliard d'articles qui prouvent le contraire par rapport à ce que je dis, mais moi, c'est notre réalité aujourd'hui. Et donc, on essaye vraiment d'avoir des Reels courts, Ok, encore ok, une fois, où il y a une histoire avec un début qui est très très fort, parce que je veux pas qu'il swipe, ouais. un milieu qui sera peut-être un peu moins fort, parce que je peux pas garder tout le monde en haleine, c'est pas possible, et une fin où en fait, il y a un suspense et il va se passer quelque chose à la fin. C'est pas dans 100% des cas comme ça dans nos reels, mais en tout Oui. cas dans ceux dans lesquels on croit, c'est comme ça qu'on les construit. Tu peux me rappeler, c'est quoi la longueur d'un reels court pour toi? 15, 30 secondes? Ouais, à peine quoi. Ok, Entre donc c'est très très court. ouais, de 10 à 15 secondes. J'irai voir De après, 10 à 15 secondes. j'irai voir un peu quelques-uns de vos reels. Ok, donc tu as le average engagement rate on reach, donc je sais pas Ouais. comment le dire en français. Je suppose que tu regardes le nombre d'impressions totales sur chaque compte pour voir un peu comment ça Mon, évolue. Même pas? ouais, mon Ouais. nombre d'impressions total, ça, il est aussi hyper important. Euh, je regarde mes gens qui me unsubscribe. D'accord, intéressant. Ouais, Ok. ça m'intéresse. On n'a pas avant, on avait un outil, mais moi, je les recommande pas pour savoir qui ils sont Ah oui, oui, mais ça, et c'est risqué, ça. C'est très risqué. Tu peux ouais, faire c'est bloquer très ton compte. risqué. Voilà, donc on l'a supprimé, mais ça m'intéressait de comprendre qui ils étaient, et pourquoi c'est comme ceux qui se désabonnent de tes emails, c'est toujours cool de savoir, de se concentrer sur tes bons acheteurs, mais essayer de comprendre ce qui intéresse moins. Mais effectivement, c'est très risqué, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Euh, et en gros, voilà, c'est Cela, ouais. Ok. mes grosses KPI que je regarde. Je regarde pas mon nombre de partages, je regarde pas mon nombre de commentaires par post parce que ça n'a pas trop de sens. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être un post, on va avoir 4 commentaires, il y en a un autre, on va en avoir 18 000. Donc la D'accord. moyenne, elle aura aucun sens, tu vois. Et tu regardes pas malgré tout, surtout sur Instagram, le nombre de clics sur ton lien dans la bio, ces choses-là? Si, je regarde, mais en vrai, Euh, c'est pas si énorme que ça. Ok, c'est dur, mais c'est même dur à dire qu'est-ce qui a provoqué Ouais. Par contre, on l'augmentation. regarde évidemment les swipe up en story et compagnie. Ça, c'est important. Et ça, tu l'as dans Iconosquare Et aussi? je l'ai dans Iconosquare. Je l'ai dans Iconosquare, donc ça c'est hyper important. Et c'est là où on s'est rendu compte que notre site, parce que à la fin on est aussi des e-commerçants,
que notre site, il n'était pas suffisamment performant sur mobile. Ouais. Et on sort d'ici quelques semaines un site réfléchi comme une app, pensé pour une app, pensé pour du mobile. Et je pense que ça va tout casser. Bah, j'en Donc, doute j'ai même hâte. pas, hein. J'en doute même pas parce que vous êtes quasiment. Enfin, votre acquisition se fait sur les réseaux sociaux. Donc, via l'organique, le payant, mais sur un mobile. J'allais dire un autre truc, c'est que, est-ce que toi aussi, pour toi, sur Instagram, on vend plus facilement en stories que via le feed d'actualité? Que tu parlais des swipe up que tu regardes en stories? Oui. Bah, en fait, aujourd'hui, en feed, t'as pas. Bon, les tap to shop, ça n'existe, ça n'a jamais fonctionné, que ça Ok. n'existera jamais. Ouais. Enfin, nous, Ça se casse la gueule, hein. Ça se casse la gueule, hein, je trouve, sur Instagram. Ouais. Non, mais enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais acheté un produit sur Instagram et je pourrais même pas te dire combien on a fait de ventes Ok, depuis Instagram, quoi, tu vois. Donc, euh, nous, ce qui marche de mieux en mieux, c'est les inbox. C'est d'être en one-to-one marketing d'accord. à Ouais. travers l'inbox. Évidemment, on l'automatise. On a pas mal d'outils qui nous permettent de le faire, où on vient créer du relationnel dans l'inbox. Je pense qu'il y a un gros sujet. Il y a un gros sujet à explorer pour beaucoup de marques, surtout quand on est une marque conversationnelle. Ça veut dire qu'on veut créer de la conversation. Il y a des marques, Dior, ça n'a pas vocation à être conversationnel. Dans un magasin, on ne te demande pas comment tu vas, on te demande si tu as besoin d'aide et tu as un très bon service client, mais c'est tout. Mais nous, on veut être une marque conversationnelle dans le hey, comment ça va, t'as kiffé Halloween, emoji flamme, enfin voilà, tu vois, c'est ça qu'on. Trop bien, ouais. On m'a Et parlé de ça récemment. l'inbox permet de faire pas mal de choses. On m'a parlé de ces outils récemment, comme quoi tu peux les utiliser dans les logiques d'acquisition et pas seulement de support client. Mais je ne me rappelle Ouais. plus des outils en question. Est-ce que tu as un outil spécifique ou alors c'est vraiment Nous, on direct? bosse avec Drop, Ok, DROP, c'est un Français et une team d'Américains. Ils sont basés aux US et on est très contents. d'accord. Je Donc ça, tu le fais recommande. aux USA et en France. Ouais. Vous pouvez prendre mon code Louis Marty. Non, je plaisante, mais c'est très bien. C'est très, c'est un super outil qui te permet de créer des flows, un peu comme un Klaviyo et un flow Klaviyo, donc un flow d'email, un flow CRM, mais directement dans ton inbox Instagram. C'est Ils trop en sont bien. au début de leur histoire, mais c'est très performant pour nous. Ouais, je pense que Meta réouvre un peu les vannes pour ça, parce qu'ils se rendent compte ils avaient un peu trop fermé pour les entreprises et que ça a créé de la frustration. Donc, tout Yes. doucement, on va pouvoir le refaire. Par contre, n'oubliez pas, pour ceux qui nous écoutent, c'est seulement pour ceux qui ont déjà engagé une conversation avec vous. Vous n'allez pas pouvoir le faire avec n'importe qui, sinon ça marche pas. Ok. Écoute, lui, moi, j'ai déjà récolté pas mal d'infos sur le Rainbow Studio, sur TikTok, même un peu sur Instagram. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur votre strat en organique? Ça peut être n'importe quoi qui peut être intéressant sur des choses que vous avez testées et qui ont bien marché. Bah, on peut dire un petit mot sur Biril. Ah oui, vas-y, c'était prévu. C'était Voilà, prévu. donc en gros, pour raconter l'histoire de Biril, moi je rencontre les fondateurs il y a un an, mais vraiment par pur, qui C'est sont des des Français. Français par pur hasard. C'est génial, je télécharge l'app, je m'en sers pas parce que j'ai pas de copains dessus, et puis je vois un article de presse passer, ça monte, 100 000 utilisateurs, 1 million d'utilisateurs, 10 millions d'utilisateurs. Number top 10 aux US. Ah, tiens, ça commence à être intéressant. Et puis, il y a quelques semaines, moi maintenant, à la rentrée 2022, en septembre, je me dis, bah tiens, c'est un format qui est ultra consumer to consumer parce que c'est pour parler à tes amis. Nous, on veut être proche et authentique et conversationnel. Alors, Biril n'est pas vraiment conversationnel, bien que tu peux commenter. Mais voilà. Et puis, je me dis, bah, la strat, c'est que je vais prendre mon téléphone chaque jour, faire une photo d'un truc cool de ma journée et montrer un peu l'envers du décor de Louis. Pas du tout en mode CEO de Merci Andy, juste de moi, mais je mets souvent les équipes dedans et compagnie. Ok. Et, euh, et j'ai aucune stratégie dessus. Et là, tu Par es contre, en ton propre nom ou au nom de Merci Andy? non, le compte c'est Merci Andy. On a fait un ou deux posts pour driver du trafic. On a déjà un peu plus de 10 000 abonnés dessus. Donc ça monte bien. La data elle est assez difficile à avoir. Donc pour le moment, tu sais pas combien de personnes te suivent. Mais tous les jours, on a des demandes de request. On accepte tout le monde. Un post par jour. Caméra avant, caméra arrière. C'est Et la, voilà. ouais, c'est la fonctionnalité phare du truc. Ok, donc c'est aussi simple que ça. Tu as testé le truc toi-même avec tes équipes Ouais, en et en fait, partie. ce qui me fait kiffer là-dedans, c'est évidemment de construire une nouvelle communauté sur un nouveau support très conversationnel où tu n'as qu'un contenu par jour.
Demain, ça peut être incroyable de dire, bah, j'ai un produit qui se lance aujourd'hui, j'ai une promo, j'ai un cadeau. Enfin, Je tu vois, vois, ouais, d'accord. tu peux C'est dans vraiment l'instantanéité. événementialiser Ouais, exactement. Mais ce qui me fait aussi kiffer, c'est de découvrir mes followers en temps d'accord. réel. Parce que Donc eux t'envoient moi, quelque chose. ouais, bah, en fait, ceux qui te suivent, tu les suis. C'est le Facebook à l'ancienne, c'est des demandes d'amis. D'accord, oui, Tu ok. vois. Et donc, du coup, alors, je me fais pas mes 10 000 amis, leurs 10 000 reels par jour, mais à chaque fois que je poste, je vais descendre 5, 10, 15 reels de certaines personnes. Et ça me permet de voir ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, où ils sont, est-ce qu'ils sont au collège, au lycée. Et je pense qu'un bon CEO, en tout cas d'une boîte consumer, il faut rester les mains dans le service client, il faut rester les Ouais, mains proches du client. Et moi, tous les jours, je vais sur hello@merciandy.com et tous les jours, je vais sur Biril et évidemment nos autres réseaux. Et c'est une vraie hygiène, une vraie routine. Je me le bloque dans mon agenda, je le fais, je l'assume et j'apprends tellement de choses dessus. d'accord. Donc aujourd'hui, tu le vois vraiment comme un levier qui te permet de converser avec des clients, en tout cas de comprendre un peu ce qu'ils font de leur journée et d'apporter encore une fois cette touche d'authenticité à ta marque. Mais tu ne vois pas, enfin, tu sais pas encore exactement ce que ça va donner dans le futur. Tu vois juste que c'est une trend, que ça te permet encore une fois, de faire du branding et en même temps de mieux connaître tes clients. Donc hyper intéressant, tout comme de ce que j'ai compris, tu as fait avec TikTok il y a 3 ans, en Ouais. 2019, quand personne n'était dessus, quoi. Là, tu me dis. Exactement. Nous, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai téléchargé TikTok la première fois, j'avais un VPN en Chine pour télécharger l'app chinoise. Et quand on a eu accès au business manager de TikTok, le TikTok Ads, Ouais, il y avait encore 50% du ads qui était en chinois. Et parce d'accord. qu'ils n'avaient pas fini de le traduire. Tu allais dans les pages paramètres, Ok, c'était encore en chinois, tu vois. Et tu avais le premier employé TikTok France qui t'aidait à setup. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas, c'était à Londres, mais qui t'aidait à le paramètre parce qu'il avait lui son traducteur à côté et il te disait oui, la traduction arrive dans quelques semaines. Euh, et c'est un peu pareil avec Biril. Tu sais pas ce que ça peut devenir. Demain, peut-être qu'ils auront des comptes marques, peut-être que le modèle va switcher. Ça se trouve, Biril, avec tout ce qui se passe dans la tech, dans 6 mois, ça sera mmh, fermé. Je ne leur ouais, souhaite pas, bien sûr, ouais. mais c'est pas du tout ce que je leur souhaite. Et puis, j'aurais perdu 2 minutes par jour de ma vie. Bon, 2 minutes, ça va. 2 minutes, Mais ça deux va. minutes, ça va. Après, c'est beaucoup, hein, à la fin du mois. 2 minutes, ça fait 1 heure. Je sais pas, non, mais Ouais, t'es tu dans le m'as compris, calcul. quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Euh, Écoute, hyper intéressant. En tout cas, ce que j'allais dire également, c'était une question que je voulais poser, mais que je n'ai pas posée tout à l'heure. C'est toi aujourd'hui en tant que CEO, c'est qu'est-ce que tu fais de tes journées, en sachant qu'aujourd'hui, tu as l'air d'être quand même Moi, bien au fait. je fais que des birils du Et matin que au des soir. B-Reels Non, je du matin rigole. au soir. Ah, ça, tu as l'air bien au courant de ce qui se passe sur tes réseaux sociaux, quoi. On dirait que Ouais, tu. bah oui, parce que c'est aujourd'hui, tu demandes à Merci Andy, c'est quoi? Le gars qui connaît pas ou la nana qui connaît pas, elle va prendre son téléphone, elle va ouvrir Insta ou elle va ouvrir de moins en moins, ils vont ouvrir Google et aller sur ton site, ils vont ouvrir Insta, tu vois. Donc, et pour moi, Merci Andy, c'est notre Instagram et notre D'accord, TikTok. ouais. Donc voilà, mes journées, c'est beaucoup de temps avec l'équipe. Ok. J'essaie d'être vraiment connecté avec eux. C'est c'est une routine réseaux sociaux et support, une routine cash et finance hyper important, chose que je faisais pas avant, parce que tu découvres plein de choses en fait hyper C'est ton intéressantes. business, ouais. Une routine logistique et opérationnelle sur ce qu'on a fait hier et comment on a délivré. Et après, ça dépend beaucoup des jours. Le mardi, c'est très point avec les équipes, team par team. Le jeudi, c'est la journée la plus créative où je me mets tous mes points produits, innovation, projet. Donc voilà, je me crée des routines comme ça m'aide à être bon dans l'exécution. Beaucoup de clients font ça, hein. D'une journée Ouais. à l'autre, ils ont des routines bien spécifiques. Autre chose que j'ai remarqué, là, je viens d'y penser, c'est que tu publies parfois sur LinkedIn en tant que fondateur de Merci Andy. Ça fait aussi quelque chose qui fait partie de tes routines de créer du contenu pour LinkedIn ou tu le fais spontanément? Spontanément. Spontanément. Zéro strat. J'aime bien, j'adore LinkedIn. Ouais. Ça commence un tout petit peu à me saouler parce qu'il y a un peu trop de mauvais Ouais, contenu, je trouve. faut même pas y aller. Dans Mais ton cas, tu n'as pas le temps pour ça. Mais en non, tout non, cas, moi, non, je trouve ton contenu, bon. ouais, je poste pas assez, tu vois. Il y a eu un classement LinkedIn qui est sorti et justement, ma mauvaise note, c'était sur mes fréquences de poste. Ouais. Mais en fait, je poste quand j'ai quelque chose à dire. Mais tu as Voilà, raison, mais tu as vraiment raison. Il faut poster tu quand tu as un vois. truc à dire. Surtout dans ton cas, tu vas pas commencer à parler de comment se fabriquer tes produits, même si tu pourrais. Tu vas parler des choses. En fait, j'ai vu que tu Ou avais parlé du fait qu'il y avait encore des boutons et que tu avais fait
du coup, tu as mis en avant Match. tu vois, voilà, j'ai voulu lancer un produit qui était pour nous une grosse nouveauté. Et au lieu de mettre une pub, de dire c'est meilleur, ils sont faits là-bas, c'est incroyable, j'ai raconté mon histoire où à 31 ans, j'ai encore des boutons et c'est OK, tu vois. Et voilà. Tu sais quoi, je t'envoie nos patchs. Tu vas m'envoyer ton adresse et je t'envoie. Avec grand plaisir, je t'envoie ça juste après, t'inquiète pas. Et voilà. Écoute, franchement, un grand merci, c'était une super conversation. J'espère que ça t'a plu. Ouais, très cool. T'es très calé sur les sujets et c'est chouette de parler de tout ça. Écoute, pour moi, c'était hyper chouette aussi. On republie ça très prochainement. Et encore une fois, merci pour ton temps, Louis, et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.